voulais remercier Pierre Fabre de nous permettre d'avoir ce symposium sur la place des inhibiteurs de BRAF et puis l'utilité du suivi thérapeutique pharmacologique de ces médicaments dans deux pathologies différentes, le mélanome métastatique et puis le cancer du côlon. Avec donc 3 orateurs, on va avoir dans un premier temps le docteur Ali Servieux qui est oncodermatologue au CGFL à Dijon, qui va nous parler de l'actualité et de la place des inhibiteurs de BRAF dans la prise en charge du mélanome muté BRAF V600. Ensuite, le professeur Comlepage, gastro-entérologue au CHU, qui nous parlera de cette fois les actualités et la place des inhibiteurs de BRAF dans la prise en charge du cancer du côlon métastatique muté BRAF V600E. Et on verra que cette différence d'appellation a quand même une certaine importance. Et puis on terminera avec l'intervention du professeur Joseph Ciccolini de Marseille, qui nous parlera un peu des spécificités PKPD des inhibiteurs de BRAF et puis de l'intérêt de faire du STP avec ces molécules. Alors ce que je vous propose, c'est que les 3 présentations s'enchaînent et puis qu'on termine par un temps de discussion plutôt que d'interrompre chaque présentation par des discussions. Et donc je laisse la place au docteur Hervieux qui va nous parler des inhibiteurs de BRAF dans le mélanome. Bonjour à tous. Alors moi je vais effectivement commencer par vous parler du traitement du mélanome métastatique actuellement et donc notamment des inhibiteurs BRAF-MEK dans la situation des mélanomes mutés BRAF V600. Alors, pour faire un point sur le traitement du mélanome métastatique en 2021, j'ai cette lourde tâche, donc c'est un gros morceau. Je vais essayer de vous résumer ça pour les connaissances actuelles. Déjà, l'histoire de la prise en charge du mélanome métastatique, c'est l'histoire d'une révolution thérapeutique majeure, puisque jusqu'en 2011, le traitement de référence du mélanome métastatique était la dacarbazine, la chimiothérapie alkylante, qui offrait une médiane de survie globale de 6 mois environ. Alors qu'en 2021, en 10 ans, une révolution majeure s'est produite avec de nombreuses nouvelles thérapies et on a dans les meilleurs essais actuellement des médianes de survie globale de l'ordre de 72 mois, donc 6 ans environ. C'est les résultats de l'association nivolumab plus ipilimumab dans l'étude de phase 3 Checkmate 067. Donc vous voyez une avancée majeure. Alors aujourd'hui, lorsqu'on prend en charge un mélanome métastatique, la première chose à connaître est le statut de BRAF, la présence ou non d'une mutation activatrice du gène BRAF V600. Environ 50% de nos mélanomes sont mutés sur BRAF, donc c'est ce qui représente un nombre important de patients. Alors, quels sont nos traitements disponibles dans cette situation métastatique? Nous avons les immunothérapies anti-PD1, on en a parlé bien sûr, nivolumab et pembrolizumab, donc en monothérapie. L'AMM est présente quel que soit le statut BRAF. Les combinaisons d'immunothérapie également sont possibles, les anti-PD1 plus anti-CTLA4, donc nivolumab plus ipilimumab. L'AMM à nouveau est possible quel que soit le statut BRAF et la ligne de traitement, mais malheureusement en France aujourd'hui le remboursement est limité à la première ligne et pour les patients non mutés BRAF sans métastase cérébrale. Nous avons également donc les thérapies BRAF-MEK inhibitrices avec 3 combinaisons de traitements possibles. Vemurafenib, cobimetinib qui était l'historique, la première association disponible qui est peu utilisée aujourd'hui au vu d'une toxicité assez difficile à gérer en pratique, et l'association dabrafenib-trametinib. Et l'objet de ce symposium aujourd'hui, encorafenib et binimetinib plus récemment. Donc là, les AMM sont quelle que soit la ligne de traitement et uniquement pour les patients porteurs d'une mutation BRAF V600, donc qu'elle soit E ou K ou autre mutation de BRAF V600 plus rare. Alors, voilà nos traitements disponibles pour les patients mutés. Donc, quelle ligne nous allons choisir, quelle première ligne de traitement chez ces patients-là? Je vais essayer de vous donner un petit peu les données des principales études que nous avons à notre disposition pour réfléchir.
Tout d'abord, l'étude Columbus, qui est l'étude de phase 3 multicentrique randomisée, qui a inclus 571 patients, des patients porteurs d'un mélanome métastatique ou inopérable, soit naïfs de traitement, soit ils pouvaient avoir reçu une immunothérapie de première ligne. Ils étaient mutés BRAF V600E ou K. Et ils recevaient soit la combinaison qui nous intéresse aujourd'hui, encorafenib binimetinib, versus l'encorafenib seul, versus le comparateur historique, le vemurafenib. Et l'objectif principal était la survie sans progression du combo Ancobini versus vemurafenib. Nous avons eu cette année à l'ASCO 2021 l'actualité de cette étude à 5 ans de suivi. On voit que le taux de survie sans progression de l'association Ancobini est de 22,9% à 5 ans, ce qui est quand même un résultat qui est très satisfaisant, parce que ça veut dire que plus d'un patient sur 5 n'a pas progressé après 5 ans de traitement par encorafenib binimetinib au stade métastatique, avec une médiane de survie sans progression de 14,9 mois. Donc bien sûr, l'objectif principal de cette étude est atteint. Le hazard ratio était à 0,51. En termes de survie globale à 5 ans, les taux de survie avec Ancobini sont de 34% et une médiane en mois de 33,6%. Donc des résultats qui montrent un contrôle à long terme qui est assez bon. Contrairement à ce qu'on pourrait avoir l'habitude de penser, qu'une thérapie ciblée agit vite et fort et sans effet durable à long terme, ces résultats sur 5 ans nous montrent quand même le contraire. Le taux de réponse objective, 64% avec Ancobini. Et si on ajoute les stabilités de la maladie, on arrive à 92% de contrôle de la maladie. Plus de 9 patients sur 10 vont bénéficier de cette association, avec une médiane de durée de réponse de 18 mois. En termes d'effets indésirables, les plus représentés, plus de 30% des patients, sont plutôt d'ordre digestif, avec des nausées, vomissements, des diarrhées, et même aussi des douleurs abdominales quand même qui sont assez fréquentes. Cependant, lorsque l'on regarde ces effets indésirables grade 3-4, donc plus sévères, on voit que ces troubles digestifs sont rarement graves, assez faciles à prendre en charge. Il y a également des anomalies biologiques, notamment sur le bilan hépatique, et des élévations des CPK qui ne sont pas souvent traduites par des douleurs musculaires, et en pratique clinique, on n'en tient pas forcément compte. Voilà, alors en conclusion, comme je vous le disais, cette étude avec une actualité à 5 ans montre l'efficacité de cette association thérapeutique dans les mélanomes mutés BRAF. Et notamment, là je ne vous l'ai pas montré, mais chez les patients qui ont une faible charge tumorale, c'est-à-dire moins de 3 organes atteints, des LDH normaux, les résultats sont encore meilleurs, et donc ce traitement semble particulièrement intéressant dans cette population, avec un profil de tolérance qui est tout à fait bon. Je vous parle également de l'immunothérapie, bien sûr, dans le mélanome. C'est l'un des traitements majeurs. Cette étude Checkmate 067 a comparé pour des premières lignes de traitement métastatique l'association nivolumab plus ipilimumab versus nivolumab versus ipilimumab seul. Et vous voyez ici les médianes de survie sans progression qui sont de 11,5 mois pour l'association nivolumab plus ipilimumab, 6,9 pour le nivolumab, 2,9 pour l'ipilimumab. Cette étude n'était pas designée pour comparer l'association nivo-ipi versus nivo, ce qui est bien dommage puisque c'est la question que l'on se pose en pratique. Elle l'était pour regarder la différence nivo-ipi versus ipi. Donc là, évidemment, l'étude est très positive. Et puis, cette actualité à 6,50 suivi a été montrée à l'ASCO cette année et nous avons enfin eu la médiane de survie globale de l'association nivo-ipi que l'on attendait à chaque congrès, chaque année. Là, on l'a finalement eu, elle est de 72 mois. Donc 6 mois de médiane de survie globale avec cette association
qui est numériquement bien supérieure à celle du nivolumab seul de 36,9 mois. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est la forme de ces courbes, vous voyez, qui sont très aplaties et qui montrent qu'il n'y a plus beaucoup d'événements après 3 ans de traitement et des contrôles de la maladie qui sont très durables. Alors voilà un résumé un peu de nos molécules disponibles dans le mélanome. Nous avons l'association dabrafénib-trametinib qui donne des taux de survie à 5 ans de 34%, assez comparables à celles de l'encorafénib-binimetinib. Les monothérapies d'anti-PD1 un petit peu supérieures, à peu près 40%, et puis l'association IPI-Nivo 52%. Donc avec ces données, que nous disent les recommandations de l'ESMO sur le choix de traitement en première ligne d'un mélanome muté BRAF? Que va-t-on choisir entre une thérapie ciblée et une immunothérapie? Alors l'immunothérapie, le taux de réponse est d'environ 40 à 50%. Les délais de réponse peuvent parfois être longs à venir, donc on en tient compte dans nos choix thérapeutiques. Alors que la thérapie ciblée, nous avons des taux de réponse qui sont supérieurs, de l'ordre de 70%, voire je vous ai dit plus de 90% si on associe les stabilités de la maladie, et un délai de réponse extrêmement rapide, qui peut même se voir en jours, avec nous en dermatologie cette possibilité de voir les métastases cutanées disparaître en 3 jours sous anti-BRAF/MEK. Par contre, des bénéfices à long terme qui sont plus favorables à l'immunothérapie. Donc effectivement, la recommandation, je n'ai pas voulu la modifier par une traduction en français. Donc en gros, pour les patients qui sont capables de recevoir de l'immunothérapie, ils nous disent que ce traitement doit être considéré en première ligne du fait de ce bénéfice à long terme, même après l'arrêt des traitements, qui permettent donc de poursuivre un bénéfice chez des patients sans traitement. Donc, en gros, le choix il se fait au cas par cas. Nous n'avons pas de guidelines très clairs. C'est selon le patient, les caractéristiques du patient et de sa maladie. L'urgence thérapeutique, la présence d'une localisation menaçante, évidemment. Si on veut avoir un contrôle très rapide de la maladie, on va peut-être plus opter pour un BRAF/MEK inhibiteur. La présence de métastases cérébrales, je vous en parle tout à l'heure, et notamment un co-traitement par corticoïdes qui va impacter fortement l'efficacité de l'immunothérapie et peut-être faire privilégier les thérapies ciblées. Alors, il y a des études actuellement pour essayer de répondre à cette question, quelle est la meilleure séquence de traitement? Nous avons eu des résultats préliminaires de cette étude à l'ESMO cette année qui pose cette question. Pour les patients mutés BRAF-V600 en première ligne, ils recevaient 3 bras de traitement. Le premier bras, encorafénib-binimetinib, puis à progression, le combo d'immunothérapie. Le bras B recevait la double immunothérapie en première ligne et à progression, le combo de thérapie ciblée. Et le bras C, le bras sandwich, c'est-à-dire 2 mois de thérapie ciblée, suivi d'un switch systématique vers la double immunothérapie. Et l'objectif principal était la survie globale. Donc les résultats que nous avons sont quand même après un suivi de plus de 3 ans. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que le taux de survie globale à 3 ans est de 54% pour les patients ayant reçu la thérapie ciblée en première ligne. Le bras B, 62%, donc ceux qui ont eu l'immunothérapie en première ligne, et 60% pour le bras sandwich. Donc en tout cas numériquement, on voit il semble y avoir une supériorité des patients ayant reçu l'immunothérapie frontline. Et pourquoi on peut voir que pour les patients qui ont eu la thérapie ciblée en première ligne, ce bras-là, le bras A, leur taux de réponse à l'immunothérapie en deuxième ligne est assez faible, 25%. Ce qui veut dire que l'immunothérapie marche beaucoup mieux lorsqu'elle est donnée frontline, ce qui n'est pas le cas de la thérapie ciblée, qui a un taux de réponse qui est identique, qu'elle soit en première ligne ou en deuxième ligne quasiment. Donc ces études nous poussent à penser que l'immunothérapie frontline est la meilleure option thérapeutique, en tout cas chez la majorité des malades. On a une autre étude de l'EORTC qui est encore en cours de recrutement, qui tente de répondre également à cette question avec un bras d'immunothérapie première ligne ou bien
encore un bras sandwich avec 3 mois cette fois dans Corbigny, suivi d'un switch pour une double immunothérapie. Cette étude est en cours. Et puis nous avons aussi dans le mélanome des essais avec des triplettes qui associent les thérapies anti-BRAF/MEK plus un anti-PD1. Alors pour le moment, ces études n'ont pas donné n'ont pas été positives et elles montrent une toxicité plus importante. Cette étude Starboard va démarrer pour la phase 3 en France probablement l'année prochaine, où on aura une randomisation triplette en Corbigny plus Pembro versus pembrolizumab. Un petit focus sur les métastases cérébrales puisque c'était un sujet d'actualité pour nous cette année. Cette étude e-brain qui a été présentée à l'ESMO 2021, qui est une étude de phase 2 qui incluait des patients porteurs de métastases cérébrales dans 2 cohortes. Une cohorte de patients asymptomatiques et une cohorte de patients symptomatiques, donc avec corticoïdes. Les patients recevaient encorafenib plus binimetinib, suivi éventuellement d'une radiothérapie. Ces résultats, vous les voyez ici, on voit un taux de réponse intracrânienne pour les patients asymptomatiques de 64% et pour les patients asymptomatiques 63%. Pour les métastases asymptomatiques, donc sans corticoïdes, le traitement à privilégier est l'ipilimumab plus nivolumab. Pour les métastases symptomatiques, chez les patients mutés, on privilégiera les BRAF/MEK inhibiteurs. Et bien sûr, on associe toujours les traitements locaux, radiothérapie et chirurgie. Un dernier mot pour finir sur les traitements adjuvants du mélanome stade 3 opéré. C'était également une actualité forte pour nous à l'ESMO 2021. Donc nous avons actuellement l'AMM et le remboursement de traitements adjuvants par dabrafenib, trametinib pour les patients stade 3, donc des atteintes ganglionnaires opérées. Basé sur cette étude qui montre que 1 an de traitement par dabrafenib, trametinib en adjuvant versus placebo offre un bénéfice en termes de survie sans rechute. Ce bénéfice, vous voyez, se maintient dans le temps avec plus de 5 ans de recul, c'est-à-dire que l'on n'a pas fait que décaler les rechutes, on a visiblement guéri un pourcentage supplémentaire de patients avec ce traitement adjuvant. Et également la possibilité de prescrire le pembrolizumab et le nivolumab en adjuvant avec, vous voyez, ces courbes qui montrent le bénéfice de l'immunothérapie qui se maintient à long terme, bien au-delà de l'arrêt du traitement adjuvant. L'actualité de l'ESMO 2021, c'est cette étude avec l'arrivée de l'immunothérapie dans les stades 2, encore plus précoces, donc les mélanomes localisés, sans atteinte ganglionnaire, avec un risque quand même élevé de rechute du fait d'un Breslow élevé ou d'une ulcération. Les patients recevaient soit du pembrolizumab pendant 1 an, soit un placebo. Et ces résultats préliminaires montrent déjà, après 1 an de recul, un bénéfice significatif en termes de survie sans rechute, une diminution du risque de récidive de 35% pour les patients ayant reçu le pembrolizumab. Donc la possibilité d'arriver de ces traitements pour nous dans la pratique courante. Et puis un essai également qui va démarrer prochainement, donc qui va tester encorafenib binimetinib en adjuvant dans ces stades précoces, stade 2B, 2C, qui donc va ouvrir prochainement en France. Je vous remercie. Merci de m'avoir convié à cette réunion. C'est toujours intéressant de voir des points de vue différents, et en particulier nos collègues dermatologues qui sont bien plus en avance que nous sur la prise en charge des cancers du BRAF muté. Alors, ils sont plus en avance parce que la mutation V600, alors dans le côlon c'est la V600E, elle représente 95% des mutations retrouvées dans les cancers du côlon. Elle est mutuellement exclusive avec la mutation KRAS. Dans les études, c'est 0,1 à 0,3%, et ça, c'est probablement lié à la pluriclonalité des tumeurs en général.
dans lequel il peut y avoir un clone de KRAS muté. Mais enfin, retenez que quand il y a une mutation V600E, il n'y a pas de mutation RAS associée. Et ils sont beaucoup plus en avance parce que la mutation V600E, ça représente 5 à 15% des cancers colorectaux et 15 à 20% des cancers colorectaux métastatiques. Donc ça représente, on est loin des 50% des mélanomes. Alors les autres mutations que V600E, il y a à peu près 200 allèles mutants BRAF qui ont été décrits. Ça représente évidemment du coup 5% de l'ensemble des mutations BRAF. Et il semble que ces mutations, elles soient sensibles aux anti-EGFR. Elles sont plus souvent sur des tumeurs rectales, plus souvent chez l'homme, plus souvent chez des tumeurs, sur des tumeurs qui sont bien différenciées. Et il semble qu'elles aient le même pronostic que les tumeurs wild type. Et ça se traduit sur ces courbes de survie, donc des survies globales de patients atteints de cancer colorectaux métastatiques. Et vous voyez la courbe bleue qui est ici, qui correspond aux patients mutés V600E avec un pronostic qui est catastrophique. On est à même pas 25% de survie à 24 mois. Alors que quand il n'y a pas de mutation, c'est la courbe grise qui est là. Et vous voyez que les autres mutations, c'est la courbe jaune. Et les autres mutations de BRAF, c'est la courbe grise. Et elles sont finalement assez collées l'une à l'autre, ce qui va dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors quel est l'impact pronostic ? Si on reprend les grandes études qui ont testé des plurithérapies dans le cancer colorectal métastatique, et si on analyse dans ces populations la présence de patients BRAF mutés, vous voyez que systématiquement la survie globale elle est quasiment moitié moindre quand on a une mutation BRAF, ce qui signe bien la gravité de la maladie BRAF mutée dans les cancers colorectaux métastatiques. C'est un mauvais pronostic, quel que soit le traitement reçu, et plus encore, c'est tellement mauvais que les patients BRAF mutés ont eu moins d'accès à une deuxième ligne de traitement au sein de ces essais, alors même que, je vous le rappelle, quand on met des patients dans des essais thérapeutiques, il y a quand même un biais de sélection, c'est plutôt des patients qui sont en meilleur état général que la population globale. Donc l'impact pronostic de la mutation BRAF, elle semble surtout concerner les tumeurs MSS, c'est-à-dire qui ne sont pas MSI. Dans une analyse poolée de plusieurs essais, donc Kero 2, COIN, Focus, les auteurs ont regardé l'impact de BRAF et MSI, et vous voyez que en termes de survie sans progression, on n'a absolument pas de différence entre les patients MSI wild type et wild type BRAF et muté BRAF. Et en termes de survie globale, on a une différence qui n'est pas extrêmement importante. Et puis, quand on regarde l'autre partie de la population, les patients MSS, bien là, on retrouve les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, avec une différence importante en termes de survie globale et de survie sans progression. Donc, ce qui a changé la donne pour les patients BRAF mutés dans les cancers du côlon, ce sont les résultats de l'étude Beacon, qui a inclus en deuxième ligne des patients BRAF mutés V600E qui avaient eu une première ligne de traitement par chimiothérapie et qui étaient randomisés entre 3 bras, un bras bimetinib, cetuximab, encorafenib, donc il y a une association d'un anti-BRAF, d'un anti-GFR et d'un anti-MEC, versus un doublé, encorafenib, cetuximab, versus le bras contrôle qui était fait avec FOLFIRI plus cetuximab ou irinotecan-seul sans 5-FU plus cetuximab. Le critère de jugement de cette étude, c'était un critère mixte sur la survie globale et sur la réponse. Et vous voyez qu'il y a un bénéfice net en termes de survie globale des deux bras de l'étude par rapport au bras contrôle, avec pour la double association 8,4 mois de survie globale versus 5,4 mois, et pour la triplette 9 mois versus 5,4 mois, donc des résultats entre doublette et triplette qui semblent assez comparables.
Quand on regarde les taux de réponse, eh bien, vous voyez qu'on a des taux de réponse qui sont aux alentours de 20-25% pour les associations versus 2% dans le bras contrôle. Et les données actualisées à l'ASCO en 2020 confirment cet état de fait. Donc c'est vraiment un traitement qui est efficace, et d'ailleurs après une période d'ATU, on a maintenant l'AMM pour utiliser ce traitement en deuxième ligne du cancer colorectal métastatique BRAF muté V600E, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est surtout ça qui nous intéresse. Alors, pour le reste, il y a une étude de phase 2 en première ligne qui a testé dans des cancers colorectaux métastatiques BRAF mutés, qui est en bon état général, la triplette que je vous ai présentée tout à l'heure, avec pour objectif principal de cette étude le taux de réponse. Et les résultats, on les a eus cette année, où le taux de réponse est intéressant puisqu'on est à 47,8%, avec des taux de survie sans progression une médiane qui a 5,8 mois et une médiane de survie globale qui a 17,2 mois. Donc c'est un petit peu mieux que ce que je vous ai présenté tout à l'heure au travers des études déjà réalisées. Donc vraiment un traitement qui pourrait avoir aussi son intérêt en première ligne, même si là on est sur une phase 2 non randomisée, donc ce sont des données préliminaires. L'avenir aussi, c'est peut-être le néoadjuvant, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans le cancer colorectal, c'est-à-dire d'essayer de réduire le volume tumoral avant d'intervenir. Alors ça a commencé dans les cancers du rectum, puis c'est en train d'arriver dans les cancers du côlon. Et cette étude qui va commencer en 2021, qui est réalisée par la FFCD, donc la Fédération francophone de cancérologie digestive, dont le coordonnateur principal est Julien Taïeb, et qui va tester une association encorafenib cetuximab sur 6 semaines avant la chirurgie à visée curative d'un cancer colorectal. Ça, c'est des données qui viendront. C'est une étude de phase de monobras et il y a une trentaine de patients à inclure, donc on aura des premiers signaux, je pense, assez rapidement. Pour terminer, je vous ai mis le schéma que vous retrouverez dans le Thésaurus national de cancérologie digestive. Vous savez, les gastro-entérologues et plus largement les oncologues digestifs sont des gens qui aiment bien avoir des recommandations en français. Et donc, il y a un Thésaurus qui est actualisé très régulièrement, qui est également publié et qui est accessible en ligne gratuitement à l'adresse tncd.org. Et que nous dit le TNCD ? Nous dit que quand on a un patient qui est V600E muté en métastatique, la première chose à faire, c'est de regarder son statut MSI. Et si le patient est MSI, à ce moment-là, la première ligne, ça doit être le pembrolizumab. Vous savez qu'on a eu les résultats de l'étude Keynote 177 qui a montré un intérêt net de l'utilisation du pembrolizumab en première ligne métastatique chez les patients atteints d'un cancer du côlon MSI métastatique. Donc, l'AMM est obtenu et le remboursement est en cours, donc c'est vraiment plus une question. Pour les patients MSS, la première ligne qui est recommandée, c'est FOLFIRINOX plus BEVA. Je vous l'ai dit, c'est des tumeurs agressives et on part dans l'optique de faire un schéma top-down, c'est-à-dire on tape très fort sur la tumeur pour stopper la progression et ensuite éventuellement pouvoir entretenir. Il y a des options, bichimio plus BEVA ou PANI ou CETUX. Enfin, il y a différentes options qui sont disponibles en fonction des patients, évidemment de leur état général, parce que le FOLFIRINOX, c'est quand même une chimiothérapie un peu lourde. Ensuite, il faut toujours se poser la question de la résécabilité. Il y a un certain nombre de patients qui vont quand même avoir des réponses importantes et pour lesquelles, secondairement, on va pouvoir intervenir à visée curative. Et puis, la deuxième ligne, maintenant, c'est l'encorafenib plus cetuximab. Alors, le TNCD, mais ou PANI, parce que pour l'instant on n'a pas de données avec le panitumumab, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence d'efficacité. Et puis vous avez d'autres options qui sont possibles, et puis après on passe sur la troisième. Voilà,
les actualités sur le cancer du côlon BRAF muté, comme vous voyez, ça va beaucoup plus vite que dans le mélanome, mais c'est aussi parce qu'on est sur une niche thérapeutique et avec des données qui sont beaucoup plus récentes. Je vous remercie. Ok, bien, merci aux organisateurs. Ça, ce sont mes liens d'intérêt. Dans l'hypothèse où ça intéresse quelqu'un. Ça, c'est ce dont il est question. Bon, c'est un peu redondant à ce qui a été dit, donc on va pouvoir gagner du temps. Vous avez bien compris que le mélanome, en fait, bénéficie d'une augmentation et d'un accroissement. Je switch. C'est bon, oui, voilà. D'un accroissement de l'arsenal thérapeutique, ce qui est très bien, ce qui bénéficie aux patients, alors avec les immune checkpoint inhibiteurs et les thérapies ciblées. Moi, je vais vous parler donc des thérapies ciblées, notamment des anti-BRAF, parce que c'est un petit peu le sujet, qui sont centrés autour de la voie des MAP kinases. Je vais plutôt vous faire de la pharmaco, et avec un aspect un petit peu pharmacologique et un peu pharmacocitique, mais surtout pharmacologique. Et donc, cette voie des MAP kinases que l'on cherche en fait à bloquer à travers ce qu'on appelle la double punch strategy. En fait, ça consiste à faire des combos, vous avez bien compris, entre un BRAF inhibiteur et un anti-MEK, ce qui permet de bloquer la phosphorylation de ERK, puisque c'est cette phosphorylation qui après va se traduire par tout le Bataclan des proliférations, différenciations, etc., etc. Alors déjà, le premier point, c'est qu'on pourrait se dire, on a compris, il faut bloquer la voie des MAP kinases, on met des anti-BRAF et des anti-MEK, comme ça, en fait, on va appuyer à deux endroits, deux interrupteurs sur la voie de signalisation, ça va bien finir par arrêter le courant. Et on pourrait penser que c'est une espèce de petit luxe d'avoir 3 doublés comme ça. En fait, pas du tout. Il y a quand même des petites différences entre ces doublés. D'abord, c'est le fait qu'elles ont, notamment les BRAF inhibiteurs, n'ont pas tout à fait les mêmes capacités inhibitrices par rapport à la cible BRAF. Et donc, même si on a été ravis d'avoir le vemurafenib au tout début, parce qu'en fait, on partait de tellement bas, comme ça a été rappelé, on n'avait que la carbamazine, on était ravis d'avoir enfin des thérapies ciblées. En fait, il faut bien avoir conscience que les nouveaux anti-BRAF qui sont arrivés sur le marché, que ce soit le Dabra et surtout l'encorafenib, se caractérisent par des propriétés inhibitrices sur la cible qui sont beaucoup plus importantes et donc avec une potentialité qui est bien plus importante. Après, au-delà de simplement l'aspect un peu in vitro IC50, il y a un point qui est intéressant, un point de différenciation également, c'est qu'on appelle la constante de dissociation sur la cible. Et là, encore une fois, on a beau avoir affaire à trois BRAF inhibiteurs, ils n'ont pas tout à fait, déjà la même affinité pour la cible, on l'a vu précédemment, mais ils n'ont pas non plus tout à fait le même comportement en termes de propriétés inhibitrices. Et la constante de dissociation qui vous est représentée ici, donc c'est une demi-vie, en fait elle est très très variable, ça va de 30 minutes à plus d'une journée. Et en fait ça se traduit par des relations PK/PD qui vont être différentes. Vous comprenez bien que dès lors que vous avez une constante de dissociation qui est, une demi-vie de dissociation qui est extrêmement courte, votre pression sur la cible dépend directement de la présence de la molécule au niveau circulant. Dès qu'il n'y a plus la molécule, parce qu'elle est éliminée, parce que la clairance est de telle sorte que votre molécule disparaît du flux sanguin et du site d'action, vous perdez la pression de sélection. Alors que de façon assez intéressante, quand vous avez une constante de dissociation sur la cible qui est beaucoup plus lente, qui est plus longue, donc, vous pouvez avoir un maintien de pression de sélection, parce qu'en fait, l'inhibiteur qui est fixé sur la cible reste fixé sur la cible, quand bien même vous avez une diminution et une perte de la quantité de médicaments circulants au niveau systémique. Donc vous avez des profils de PK/PD qui sont différents. Et vous avez un autre point de différenciation entre ces différents inhibiteurs qui sont également assez intéressants. C'est que vous devez savoir, vous devez être informé de cette notion d'activation paradoxale de ERK qui vous est représentée ici, qui repose sur le fait que certes votre BRAF inhibiteur va inhiber la BRAF muté V600E au niveau des cellules malignes, mais comme il n'est pas très très malin en fait, il aura tendance à éliminer tout ce qu'il peut, il va également se mettre à inhiber BRAF au niveau de cellules qui n'avaient absolument rien demandé, qui ne sont absolument pas malignes, et le fait de toucher BRAF et d'inhiber BRAF sur des cellules qui ne sont pas des cellules cancéreuses et qui ne sont pas mutées V600E, va se traduire par ce qu'on appelle une activation paradoxale de ERK, qui va déclencher des phénomènes de prolifération qui n'étaient pas existants au départ et qui vont se traduire par des phénomènes de carcinome épidermoïde cutané qui sont problématiques, qu'on arrive d'une part à diminuer en rajoutant les MEK inhibiteurs. En fait, bloquer MEK
et faire des doublés anti-BRAF et anti-MEK repose sur d'une part une bien meilleure antagonisation de la voie des MAP kinases, ce qui est très bénéfique pour bloquer la prolifération tumorale, mais ça permet également de limiter ces phénomènes d'activation paradoxale de ERK. Et d'ailleurs, des fois, on parle des MEK inhibiteurs comme étant des paradox breakers, des casseurs de paradoxes, qui sont mieux en anglais qu'en français, mais qui permet donc d'éviter ces effets secondaires. Et puisqu'on est je suis en train d'essayer de vous montrer les différences entre ces différentes molécules, là encore une fois, l'activation paradoxale de ERK au niveau des cellules saines, c'est pas du tout une fatalité, indépendamment du fait que le fait d'utiliser un MEK inhibiteur va limiter ce phénomène. Et quand vous regardez, ne serait-ce qu'en monothérapie, les incidences de ces toxicités cutanées qui ont été rapportées avec différents BRAF inhibiteurs, vous apercevez en fait vous n'avez pas du tout la même incidence. Et encore une fois, je ne suis pas là pour accabler le vemurafenib, qui est une molécule vénérable et qui a été un first in class et en fait qui a ouvert la voie. Mais c'est plutôt les toxicités qu'on avait retrouvées avec la première génération des inhibiteurs de BRAF et qu'on ne retrouve pas par la suite, ce qui a été montré par différentes études. Donc on peut le réduire déjà avec de la combinaison, et avec des combinaisons, excusez-moi, et percer les BRAF inhibiteurs n'ont pas tout à fait les mêmes comportements à ce niveau-là. Et en fait, cette notion d'activation paradoxale de ERK, comme elle a pu poser des problèmes, alors c'est pas des toxicités gravissimes non plus chez les patients, mais en fait, ça a quand même pu poser des problèmes parfois aux thérapeutes et aux patients. En fait, elle s'appréhende avec ce qu'on appelle un index paradoxal, qui repose en fait c'est un ratio entre le C80, qui est la concentration du BRAF inhibiteur qui va activer ERK de façon indue, divisé par l'IC80, qui est la concentration du BRAF inhibiteur qui va inhiber la phosphorylation de ERK. Donc en fait, c'est le ratio entre le côté péjoratif et le côté bénéfique du BRAF inhibiteur. Et vous comprenez bien qu'au plus grand, et ce ratio au plus grand sera la marge thérapeutique, si on peut dire. Et là encore, quand vous regardez la différence entre le DABRA, le vemurafenib et l'encorafenib, ce qui vous est représenté ici, vous avez en fait des index paradoxaux qui sont très très différents, et ce qui illustre ce que je vous avais dit précédemment sur le fait qu'effectivement ces molécules ont quand même, ce ne sont pas des MeToo, ce ne sont pas des génériques qui ne sont pas interchangeables. Vous avez vraiment des caractéristiques pharmacodynamiques et pharmacologiques qui sont assez notables. Donc je vais passer maintenant à la partie PK, qui n'est pas la partie pour laquelle on a le meilleur niveau de preuve, très honnêtement, en dermato avec les inhibiteurs de BRAF ou même de MEK, dont vous connaissez tous ce schéma qui est un peu la tarte à la crème du GPCO qu'on ressort à tous les congrès depuis 1972, mais qui vous montre en fait ce pourquoi on est tous là à peu près. Le but du jeu, c'est de shifter d'une administration standard sur la base de points de suivi analytique en bioanalyse avec des approches plus ou moins variées. La plupart du temps, ce sont des approches bayésiennes et des approches de PK-POP qui vous permettent de calculer les paramètres PK individuels des patients. Et une fois que vous avez les paramètres PK individuels du patient et que vous connaissez la fenêtre thérapeutique, c'est fini, vous êtes le roi du pétrole. Vous êtes capable, par simulation, de proposer des schémas posologiques adaptés qui mettront à coup sûr à l'avenir le patient dans la zone thérapeutique. En fait, c'est tout ce nous, quand on s'endort la nuit, tous au GPCO, on rêve de ça. Alors, c'est particulièrement utile. Alors, vous pouvez me dire, mais attendez, ça, les boîtes pharmaceutiques l'ont fait en amont, pourquoi vous allez réinventer l'eau chaude? En fait, certes, les boîtes pharmaceutiques le font en amont, mais sur des patients qui ressemblent de moins en moins aux patients de la vraie vie. Alors là, j'ai un peu forcé le trait pour des raisons didactiques, mais en fait, on a quand même tendance beaucoup à lisser la variabilité interindividuelle en sursélectionnant les patients. Et en fait, vous voyez tous dans vos institutions et vos services respectifs que la vraie vie des gens, c'est une très grande variabilité sur tout un tas de paramètres qui vous sont listés ici et sur lesquels je ne vais pas revenir. Ce qui fait que finalement, on fait des thérapies ciblées. Alors ça, c'est un cartoon que j'ai piqué à l'équipe de Goldwasser, et donc à Benoît Blanchet. Mais en fait, c'est un petit peu ça l'idée. On fait des thérapies ciblées, mais on ne sait pas exactement si la flèche, elle est bien adaptée et elle va toucher effectivement la cible. Et ça, c'est un petit point de comparaison entre les caractéristiques pharmacocinétiques, encore une fois, des 3 BRAF inhibiteurs. Donc encore une fois, c'est des ITK, c'est des petites molécules ciblées. On a quand même un corpus de comportement qui est commun à toutes les ITK. On sait que la clairance, elle est essentiellement hépatique. Ce sont plutôt des molécules qui sont
qui sont substrats des pompes à efflux. On a une influence qui est plus ou moins importante de la prise alimentaire et ce faisant des IPP par rapport à la biodisponibilité orale. Mais donc là encore une fois, on a des demi-vies qui sont la plupart du temps centrées sur demi-journée, enfin une demi-vie qui sont quand même assez courtes, à l'exception notable du vémurafénib. Donc on a quand même ces petites différences entre les molécules. Et en fait, l'intérêt du suivi thérapeutique, encore une fois, c'est d'intégrer, on a affaire à des thérapies ciblées orales, donc les patients sont ambulatoires, on ne sait absolument pas s'ils respectent les conditions de prise, s'ils respectent les posologies. Il y a énormément de comorbidités qui pourraient impacter sur la pharmacocinétique. Et en fait, le suivi thérapeutique permettrait justement de cadrer les choses et de récupérer les patients qui sont un petit peu en dehors des clous. Mais pour récupérer les patients qui sont en dehors des clous, il faut savoir où sont les clous. Et alors c'est là où moi je suis un peu désolé pour ce topo, c'est qu'on n'a pas énormément d'informations, très honnêtement. Les MEK inhibiteurs, j'ai vraiment rien trouvé, j'ai pas l'impression qu'il y ait des relations PK/PD qui justifient le suivi thérapeutique des MEK inhibiteurs. Et même pour les BRAF inhibiteurs, donc il y a quelques papiers, notamment ça vous montre la relation en fait entre les concentrations d'Abrafénib au niveau plasmatique et l'effet inhibiteur de la phosphorylation de ERK, qui atteste quand même d'une relation qui a l'air assez solide entre les concentrations recueillies et l'engagement de la cible et un effet pharmacodynamique. Mais d'un point de vue, c'est toujours pareil, d'un point de vue clinique, moi j'ai pas encore trouvé d'études extrêmement probantes. Je ne vous dis pas que les études sont négatives, c'est que je n'ai pas trouvé d'études en fait, qui vous montrent effectivement que, comme on a pu le montrer pour le Glivec, pour le Sutent, pour d'autres ITK, qu'il y avait un fort niveau de preuve pour effectivement développer des approches de ciblage posologique, même si nous on commence à le faire. Alors dans le mélanome à Marseille, on ne sait pas ce qu'on fait de plus et de mieux, mais par exemple, je sais qu'Angelo Pacci, et puis d'autres groupes du GPCO, il est très à la pointe, notamment avec l'encorafénib sur ces sujets-là. Et donc voilà, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire, je suis en train de vous dire qu'à ce stade-là, en fait, on n'a pas encore de niveau de preuve qui permettent de savoir exactement s'il faut cibler les posologies de toutes ces molécules ou si les doses standards finalement suffiront. Je termine avec d'autres perspectives pour un petit peu ouvrir le débat et élargir le débat sur les 5 minutes qui me restent. D'abord, sur le fait qu'on a parlé des thérapies ciblées orales et des immune checkpoint inhibiteurs, et en fait il y a par contre un niveau de preuve qui est en train de croître pour montrer qu'il y aurait peut-être du sens de combiner les deux, et notamment que les BRAF inhibiteurs avec ou non le support des MEK inhibiteurs permettraient de booster l'efficacité des immune checkpoint inhibiteurs. Je vais également évoquer, alors ça a été dit sur le côté très clinique, l'importance que pourraient avoir les BRAF inhibiteurs dans le cancer colorectal. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit précédemment par le précédent orateur, donc sur le rôle péjoratif qu'avait la mutation BRAF dans le cancer colorectal jusqu'à présent. Et en fait, par rapport à ce qui a été dit sur les doublés de combinaison BRAF inhibition et molécules anti-EGFR, notamment le cetuximab, je vous présente ici un peu le rationnel pharmacologique qui sous-tend cette combinaison. C'est le fait que, et ça c'est une étude ou une revue qu'avait fait le groupe de Gérard Milano, me semble-t-il, le fait de bloquer la voie des MAP kinases et de bloquer la phosphorylation de ERK va lever le rétrocontrôle que exerçait ERK phosphorylé sur le récepteur à l'EGF. Ce qui veut dire qu'en fait, le fait de bloquer la voie des MAP kinases et de bloquer la phosphorylation de ERK se traduisait par une amplification de l'expression du récepteur à l'EGF, ce qui pourrait expliquer pourquoi les BRAF inhibiteurs n'ont jusqu'à présent jamais marché en fait dans les cancers colorectaux. Tout simplement parce qu'en fait, on se tire une balle dans le pied en amplifiant le récepteur qui après allait relancer la machine de la voie des MAP kinases. Et en fait, il y a eu des études, alors essentiellement non cliniques, qui supportent le fait, qui ont démontré le fait, alors c'est chez l'animal, on ne va pas rentrer dans le détail parce que le temps m'est compté, mais que globalement, dans pas mal de modèles, vous faites du cetuximab, ça ne marche pas trop, vous faites un BRAF inhibiteur, ça ne marche pas trop, vous combinez les deux, au miracle, on a un effet qui est tout à fait notable sur le ralentissement de la croissance tumorale. Donc il y a beaucoup, du coup, ça a ouvert la voie à un vaste champ d'investigation non clinique et surtout clinique, qui vous sont résumés
ici, alors bien évidemment, ne cherchez pas à le lire, hein, c'est illisible, mais c'est pour montrer qu'il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que ça a du sens de combiner des BRAF inhibiteurs et un anti-EGFR, notamment le cetuximab. Et alors c'est écrit en tout petit, mais croyez-moi sur parole, là encore une fois, tous les BRAF inhibiteurs ne se valent pas. Et alors je suis désolé, le vemurafenib, ça marche un peu moins bien. Voilà, c'est comme ça. Et donc on n'a pas tout à fait les mêmes taux de réponse lorsqu'on fait des combos vemurafenib et cetuximab. Qu'est-ce qu'il y a également, je termine, hein, je vous rassure, à dire sur ces combinaisons. Par rapport au fait que ça avait du sens de réintroduire les BRAF inhibiteurs comme étant potentiellement des agents immunomodulateurs, on a également des études qui sont des études non cliniques, mais qui montrent effectivement que bloquer BRAF, ça favorise l'infiltration des lymphocytes T, donc on comprend que c'est tout bénéfice, qu'on ferait tout ce qu'on a dit ce matin lorsqu'on va après utiliser un immune checkpoint inhibiteur. Vous avez donc des études non cliniques qui ont montré, encore une fois, cette fois-ci, que tous les BRAF inhibiteurs ne se valent pas, mais comme ça a du sens quand même, en termes de gain d'efficacité sur des modèles animaux, de combiner vemurafenib. Alors ici, c'est des combinaisons entre le vemurafenib, le dabrafenib et le trametinib et des anti-PD-1. Et comme vous pouvez le constater, vous avez des combinaisons qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Et typiquement, c'est la combinaison, en fait, c'est la triplette anti-PD-1, dabrafenib et trametinib, excusez-moi, qui a mené le meilleur ralentissement de l'efficacité antitumorale, au moins sur des modèles murins. Les BRAF inhibiteurs peuvent également contribuer à baisser les Tregs, donc globalement ça favorise l'infiltration de lymphocytes T, ça baisse les Tregs, donc si vous reprenez l'analogie un peu automobile, vous appuyez sur l'accélérateur, vous levez le frein, donc c'est tout bénef quand vous allez faire un combo avec de l'immune checkpoint inhibiteur. Et je termine avec ce que je vous ai dit sur les combinaisons avec le cetuximab. Donc on avait compris que bloquer le GFR, ça permettait en fait de contrebalancer la levée de la boucle de régulation liée à l'inhibition de phospho-ERK sur l'amplification de l'EGFR. Et en fait, il y a un autre petit effet potentiel immunomodulateur lorsqu'on fait un anti-BRAF et un anti-EGFR comme le cetuximab, qui est donc une molécule qui est chimérique. C'est le fait on sait tous qu'on a des phénomènes d'ADCC, notamment avec les anticorps monoclonaux qui sont chimériques parce qu'ils sont un petit peu plus immunogènes. Et finalement, lorsque vous faites les fameux combos dont on parlait dans le cancer colorectal, le BRAF inhibiteur plus récepteur molécule anti-EGFR, vous avez à la fois les modes d'action respectifs de chacune des molécules, et en plus vous pouvez avoir un petit côté prise en charge immune et déclenchement d'une mort cellulaire immunogénique médiée soit par des macrophages quand c'est de la DCP, soit par des lymphocytes, des natural killers quand c'est de la DCC. Ce qui vous est un peu résumé, alors je suis désolé, le schéma, c'est le dernier schéma qui n'est pas le plus lisible, mais ça vous montre bien en fait la complexité des crosstalk et des potentielles voies de mécanismes d'action qu'on a lorsqu'on combine effectivement une thérapie ciblée comme un BRAF inhibiteur et un anti-EGFR, notamment dans le cancer colorectal. J'en aurais terminé. Merci pour votre attention. Et donc on sera ravis de prendre des questions. Merci aux trois orateurs pour ces présentations toutes très riches et très claires. Est-ce que dans la salle, il y a déjà des premières questions? Oui, je vois Benoît là-bas dans le fond. Merci pour ces présentations qui étaient très, très sympathiques. J'ai une petite question pour le mélanome, au docteur qui s'occupe du mélanome. Donc il y a un rationnel probablement pharmacodynamique associé à une immunothérapie avec une thérapie ciblée. Par contre, je vois pas le rationnel clinique, parce qu'on grille 2 cartouches d'un coup, alors qu'aujourd'hui on peut faire des séquences chez les patients qui sont BRAF mutés, une première séquence, par exemple de thérapie ciblée si le patient est très grave. Et après, quand il progresse, on passe sur l'immunothérapie, ou inversement, si le patient est moins grave, on fait l'immunothérapie puis thérapie ciblée. Donc déjà, je voulais avoir votre avis là-dessus, parce qu'il y a un rationnel clinique à faire ce combo. Et après, il semble qu'à l'ASCO aussi, il y a eu des combos de thérapie, d'immunothérapie avec des anti-LAC3 et un anti-PD-1 qui ont montré des très très beaux résultats. Est-ce que c'est pas plutôt ça l'avenir du mélanome? Pour la première question, donc sur les triplettes, association BRAF-MEK anti-PD1, il y a déjà eu plusieurs études qui sont négatives lorsqu'on a comparé avec un combo de thérapie ciblée. Donc, est-ce que c'était le bon bras comparateur? Ça, c'est aussi une question. Est-ce qu'il ne fallait pas comparer à l'immunothérapie? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus toxique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le fait pas.
En pratique, ce n'est pas recommandé. Mais il y a des nouvelles études qui vont être menées. Peut-être qu'il faut sélectionner des patients pour lesquels il y a une urgence thérapeutique, donc pour lesquels on aurait plutôt introduit la thérapie ciblée en première ligne, et on espère prolonger cette réponse avec l'association de l'anti-PD1. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que entre mettre toutes les molécules ensemble dès le début, augmenter nettement la toxicité et faire plutôt du séquentiel, ce qui se profile aussi avec ces essais séquentiels, le bras sandwich dans l'étude Secombit, c'est-à-dire faire 2 à 3 mois de thérapie ciblée puis switch pour l'immunothérapie par exemple, on n'a pas la réponse. En tout cas, on ne le fait pas en pratique. Et puis, effectivement, à l'ASCO cette année, on a eu le résultat d'une étude Relativity qui comparait un anti-PD1 seul à l'association anti-PD1 plus relatlimab, qui est un anti-LAG3, donc un nouvel inhibiteur de checkpoint, qui est positif en termes de survie sans progression. Donc cette association, elle est très intéressante, notamment parce que la limitation majeure de notre association IPI-niveau, c'est la toxicité, avec des AE grade 3-4 de plus de 50 à 60%, donc une association qui est très toxique, alors que là, ce nouveau anti-LAG3 est très peu toxique. Il donne une médiane de survie sans progression, pour le moment, à peu près identique à IPI-niveau, mais avec une toxicité qui est pratiquement celle d'un anti-PD1 seul. Donc c'est vrai que c'est une association qui est très attendue pour la suite. On attend des suivis plus longs, puisque effectivement, l'anti-CTLA4, pour le moment, son intérêt, c'est le bénéfice à très long terme. Donc, est-ce que LAG3 va faire pareil ? Aux questions, merci pour ces réponses. Est-ce que vous, en pratique, vous faites du re-challenge d'immunothérapie ? Parce que nous, c'est vrai qu'à Cochin, il y a des patients qu'on traite en première ligne d'immunothérapie, après ils progressent, on fait une thérapie ciblée, et après on les re-challenge, par exemple, avec niveau IPI, ou niveau tout seul, si on a déjà eu niveau IPI. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous avez des résultats qui sont positifs ? Comment vous voyez les choses par rapport à ça ? Alors oui, on le fait en pratique parce que de toute façon, on n'a pas un arsenal thérapeutique illimité. Une fois qu'on a fait les thérapies ciblées et l'immunothérapie, on n'a plus rien hors essai thérapeutique, bien sûr. Donc on le fait. Maintenant, ce que montrent les essais de séquence et surtout ce que l'on connaît dans la pratique clinique au quotidien, c'est que les patients qui échappent aux anti-BRAF/MEK, lorsqu'on arrête ces thérapies ciblées, ils explosent souvent leur maladie et on a rarement le temps de les rattraper avec l'immunothérapie. Et il y a même des études qui montrent qu'il vaut mieux, même chez les patients qui progressent, ne pas arrêter les thérapies ciblées parce qu'il y a quand même un petit frein qui se fait. Et le re-switch à l'immunothérapie est une période extrêmement critique. C'est vrai que nous, on n'arrête pas et on continue, on attaque l'immunothérapie en même temps pour éviter que... Voilà. Donc là, on se retrouve à faire une triplette. Oui. Ce qui est délicat, ce qui est toxique, mais c'est vrai que beaucoup de gens en pratique le font dans cette situation où on ne veut pas arrêter la thérapie ciblée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Fabienne. Merci pour ces présentations. Moi, j'avais une question sur le cancer colorectal. Donc, si j'ai bien suivi, dans les recommandations, on a l'encorafenib, mais qui n'est pas associé au binimetinib. Et est-ce qu'on a une explication d'un point de vue biologique au fait que dans le cancer colorectal, cette association avec un inhibiteur de MEK apporte pas un plus alors qu'il y en a clairement un dans le mélanome ? Sur le plan... non, j'ai pas d'explication. Par contre, ce qui est certain, c'est que je vous l'ai montré dans l'étude Beacon, les résultats sont très similaires. Par contre, la toxicité, elle est différente. Parce que le fait de rajouter une molécule, on rajoute de la toxicité. Donc à efficacité identique, il n'y avait pas d'intérêt à mettre une trithérapie et c'est pour ça que dans l'AMM, ce qui a été retenu, c'est le bras de bithérapie. Donc on va passer à la session suivante, ou alors techniquement il va peut-être falloir régler 2-3 trucs. C'est une session, non c'est bon, c'est une session qu'on va faire en commun avec le Cancéropôle Grand Est qui tient ses journées aussi en ce moment et qui les tient à quelques centaines de mètres de nous parce qu'ils sont au Palais des Congrès et on va se connecter en direct avec eux pour faire une session partagée. Je laisserai Angelo et Bernard modérer cette session. Merci à tous.